Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est l'émission du vendredi pour prendre le temps, vous le savez, de regarder l'actualité avec un peu de hauteur. Après les attentats de Paris qui ont fait 17 morts, eh bien, il y a deux commissions d'enquête parlementaire qui se penchent sur les filières djihadistes. Il y en a une à l'Assemblée nationale, on va bien sûr en parler, et puis une autre au Sénat. Alors évidemment, ça mérite de s'y arrêter quelques instants. On en parlera évidemment avec nos invités. Deux commissions d'enquête parlementaire qui parlent du même sujet. Vont-elles remettre une conclusion commune? Ça, c'est une vraie question. On en parlera dans quelques instants. Puis on essaiera d'avoir avec nos invités une réflexion un peu plus globale autour des racines du mal. Pourquoi Mehdi Koulibaly, Saïd et Chérif Kouachi ont-ils basculé dans l'islamisme radical? Y a-t-il d'autres djihadistes ici, en France, immergés dans des réseaux dormants? Ça, c'est une question importante que vont poser ou qu'ont déjà posé les sénateurs et députés. On va bien sûr en parler, puis on parlera des solutions à long terme, la réforme du renseignement, ça c'est important, puis le débat européen qui est en train d'émerger aussi, avec aussi là très récemment la création de ce site internet anti-djihadiste. On va le commenter, c'est un site qui est destiné, on le verra, aux jeunes, censé déconstruire le discours des recruteurs. L'objectif, c'est empêcher cette jeunesse de basculer vers le djihadisme. On fait le point ce soir, alors qu'au moment où je vous parle, une filière djihadiste, je dis bien les guillemets au mot filière, a été démantelée à Lunel. Lunel, c'est dans l'Hérault, et cette filière de 5 hommes de 26 à 44 ans sont toujours ce soir en garde à vue dans les locaux de la police. Et puis on parlera peut-être de cet enfant de 8 ans qui a été emmené au commissariat parce qu'il avait tenu des propos anti-Charlie. On y reviendra dans quelques instants. lcp.fr, vous connaissez notre adresse évidemment. Lejd.fr, merci aux internautes, c'est la fin de la semaine et je les remercie parce qu'ils sont fidèles. Et puis #CVR pour tous les tweetos qui participent avec nous en direct à l'émission. Olivier Falorni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député d'Hiver Gauche de Charente-Maritime. Vous êtes membre de cette commission d'enquête parlementaire. On vous écoutera sur le djihad. Alors l'intitulé est beaucoup plus long, mais l'idée c'est évidemment de se pencher sur les filières djihadistes. Je précise, et je ne l'ai pas dit, que c'est une commission d'enquête qui fait des auditions à huis clos en grande partie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Meyer Habib, bonsoir. Bonsoir. Député UDI des Français de l'étranger, dont votre circonscription englobe Israël. Et la Turquie. Et la Turquie. Autre sujet, peut-être qu'on parlera de Kobané, qui a été repris par les Kurdes. Et vous êtes le vice-président de cette commission d'enquête ici à l'Assemblée nationale. Vous êtes très actif sur ce sujet. Merci d'être là. Et puis deux experts sur ce plateau. D'abord, Raphaël Liogier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités à l'IEP, Institut d'études politiques à Aix-en-Provence, responsable de l'Observatoire du religieux. Puis je présente ce livre, il est au cœur du sujet, Le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective. Il était sorti aux éditions Seuil en 2012. Et puis Le populisme qui vient, c'est un autre livre que vous avez écrit. Peut-être qu'on parlera évidemment de cet ouvrage. Merci d'être là. Et puis face à vous, Jean-Charles Brizard, avec nous, Jean-Charles Brizard, spécialiste du terrorisme. Vous êtes le président du Centre d'analyse du terrorisme. Et puis ce livre qui était sorti, je crois, en 2005, Zarqawi, le nouveau visage d'Al-Qaïda, il était sorti chez Fayard. À quoi vont servir ces commissions d'enquête parlementaire? Parce que c'est une vraie question. Quelles sont les questions que vont poser les députés et sénateurs? C'est à huis clos, mais c'est une question importante. Évidemment, vont-elles découvrir des choses que nous ne savions pas? Explication avec Ahmed Tazir. Regardez. Première réunion pour la commission d'enquête parlementaire sur les réseaux djihadistes créés en décembre dernier, avant les attentats. C'était la semaine dernière. La première personne auditionnée est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui souligne un phénomène nouveau. Moi, ce qui me frappe lorsque je regarde le profil de tous ceux qui se sont engagés dans des opérations à caractère terroriste, c'est l'extraordinaire fongibilité qui existe entre le monde de la petite délinquance, concentré dans un certain nombre de quartiers qui ont pu, au cours des dernières décennies, parfois devenir des espaces de non-droit, et le monde du terrorisme. Mission principale de la commission d'enquête, améliorer la détection des filières radicales. La commission a le niveau le plus élevé en termes de pouvoir. Elle peut convoquer qui elle le souhaite, avec prestation de serment, et a accès à tous les documents nécessaires, sauf s'ils relèvent du secret défense. S'en suivront d'autres auditions, le directeur général de la sécurité intérieure, le procureur de Paris, des auditions à huis clos. Sans trahir de secret, celui qui préside cette commission nous livre les premiers enseignements de ces auditions. Les auditions que nous avons tenues, aussi bien avec des responsables des services qu'avec des experts qui connaissent parfaitement ces sujets, nous confirment que notre pays est engagé dans un processus où le risque sera
permanent et où il sera particulièrement élevé. Un risque permanent et élevé. Les députés vont donc voir si les services de renseignement fonctionnent bien ou s'il y a eu des dysfonctionnements au cours des années passées. Ils vont faire des propositions pour détecter les filières qui peuvent se constituer sur le territoire national. Aujourd'hui, on prend véritablement la mesure de l'ampleur de ce phénomène et de la nécessité d'employer des moyens à la hauteur pour répondre, que ce soit par le désendoctrinement, les messages qui sont envoyés actuellement par le gouvernement, je dis bravo, et puis surtout la loi que nous attendons maintenant sur le renseignement, de façon à mieux surveiller les territoires, les milieux carcéraux et à l'étranger, évidemment. Le gouvernement français a décidé de répondre aux menaces djihadistes à l'endroit où elles prennent forme, c'est-à-dire le web et les réseaux sociaux. Facebook et certains sites de chat en ligne permettent aux islamistes radicaux de recruter des adeptes. Ce clip leur répond. Mettre le paquet sur Internet, mais pas seulement. La question de l'incarcération se pose également. Comment traiter des détenus radicalisés quand on les arrête? On sait qu'il y a un phénomène de radicalisation en prison. Certains parlementaires proposent des mesures préventives. On écarte de la détention classique ces détenus qui se proclament d'un islam radical pour pas qu'ils influencent les autres. On les met dans des ailes de détention, on les met ensemble et on évite des liens avec les autres détenus. Sur quoi vont déboucher les travaux de cette commission? Certains craignent déjà l'instauration d'un Patriot Act à la française, qui serait une remise en cause des libertés fondamentales. L'aspiration à la protection et à la sécurité, dans des circonstances comme ça-là, elle est compréhensible, légitime et il faut y répondre. C'est notre responsabilité politique. Après, on constate aussi que justement les Français ne mélangent pas tout et que ce n'est pas parce que d'un côté ils souhaitent un renforcement de la sécurité qu'ils vont vers un discours d'exclusion, par exemple, à l'égard de nos compatriotes musulmans. Prochaine audition, très attendue et publique, celle-là, ce lundi, Christiane Taubira. Voilà, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui a présenté ses vœux et qui a fait des annonces, notamment sur la prison. Je vais vous présenter nos sentinelles citoyennes, il y a Max et Pascal. Avant de débattre avec vous, hommes politiques experts, les citoyens qui sont connectés devant leur webcam, je voulais juste leur demander ce qu'ils attendaient d'une commission d'enquête parlementaire. C'est souvent un événement très important à l'Assemblée, on prête serment, donc ce que l'on dit ne doit pas être un mensonge, hein, on peut être condamné par la justice. Georges, qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête parlementaire ? La vérité, c'est de dire exactement ce qui est noir, noir, ce qui est vert, vert, et de ne pas avoir un langage hypocrite, mais nommer les choses par leur nom. Si donc on dit la vérité aux Français, je pense qu'ils seront capables de l'accepter. Et si on voit qu'on essaye de les tromper en minimisant la portée des mots, je pense que ça peut être grave. Hein. Donc la vérité. La vérité. Je crois que c'est très important, la vérité, de manière à ce qu'on sache réellement ce qui est dangereux ou pas pour les citoyens. Et si vous êtes en danger? Comment? Non, et si vous êtes en danger? Je ne pense pas être en danger. Le problème, je pense, de tout temps, il y a eu des terroristes que nous appelions autrefois des pirates ou autre chose, ou des personnes qui me rappellent des brigades rouges dans les années 70, tout ça. Il y a toujours eu des gens. Le problème, c'est simplement qu'ils aient peur d'une sanction réelle. Si dans un pays il y a une sanction réelle, dans ce cas-là, la peur de la sanction pourra faire que les gens ne recommenceront pas leurs actes. Merci. Voilà. Max, allez-y, posez votre question, parce que Raphaël Liogier voulait intervenir. Je vous salue, Max. Vous vous situez comment depuis ces événements? Parce que finalement, du temps a un tout petit peu passé, les choses se sont calmées, on est moins dans l'euphorie. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête? De cette commission d'enquête, déjà la vérité, et que chacun sache dire les choses comme il doit être dit. Je pense que la politique, ce que je fais la France depuis les années 86, doit être mise à plat, qu'on puisse se référer à la réalité
qui se passe en France et confronter les Français et que les politiciens se confrontent eux-mêmes aux réalités. Merci Max. On va vous faire un petit réglage de son parce que là, le son est pas terrible, mais on a quand même entendu 2 mots fil rouge sur nos 2 citoyens, c'est la vérité. Olivier Falorni, Meyer Habib, alors vous êtes membre de cette commission, vice-président et membre de cette commission. Que ça sonne comment le mot vérité? Ça veut dire qu'on nous aurait caché des choses que les autorités sauraient et qu'on ne nous aurait pas expliqué, dit clairement. C'est ça que disent les citoyens. On veut la vérité. Oui, je crois que c'est assez normal parce que dans ce climat d'angoisse, il y a toujours une forme d'inquiétude. On imagine le pire et parfois il se produit. Parce que je pense que les Français, même s'ils savaient qu'il y avait une menace terroriste, n'imaginaient pas pouvoir vivre un jour ce qu'on a connu. Donc je suis tout à fait conscient et je ne suis pas surpris des réactions de vos auditeurs. Il y a un vrai besoin de vérité, de lucidité. Et que l'on nomme la réalité. Parce que souvent, et ça a été la force du discours de Manuel Valls il y a une semaine, c'est qu'il a mis des mots sur une réalité qu'on voulait parfois cacher en faisant souvent l'autruche. Vous dites terroriste, Manuel Valls parle d'islamiste radical, d'islamisme radical. Oui. Vous êtes en phase avec ces mots? Absolument. Ou vous préférez le mot terrorisme? Mais le terrorisme, j'allais dire, c'est la déclinaison en partie de l'islamisme radical. Il y a d'autres formes de terrorisme, mais en l'occurrence, c'est l'islamisme radical qui l'amène. Mais Yerhabib, la vérité, c'est quoi votre vérité? Les questions que vous allez poser tout au long de cette commission d'enquête parlementaire? Pour moi, nous avons un peu connu notre 11 septembre. Il y a avant et après les attentats. Il y a eu Toulouse. On pensait que c'était fini. On pensait que c'était une fois arrivé avec des enfants juifs. Aujourd'hui, c'est arrivé avec des journalistes, avec des forces de police, avec tout le monde. Et aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux. Le djihadisme, l'islam radical est à nos portes. Ce qui n'est pas l'islam, évidemment, que nous aimons. Ce n'est pas l'islam que nous chérissons. L'islamisme fait énormément de mal à l'islam, mais aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux. Cette commission est là, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. J'ai salué le discours de Manuel Valls, qui était un grand discours. Et je fais partie de la droite, et je continue à faire partie de la droite. Mais aujourd'hui, il faut prendre des mesures. On ne naît pas terroriste, on ne naît pas djihadiste. Prévention, sanctions, éducation, entre autres. Le chantier est immense. Imaginez-vous, Arnaud Ardouin, les terroristes de Charlie Hebdo, 2 jours et demi, se sont baladés. Ils ont tué 13 personnes, ils auraient pu en tuer 100, puisqu'il y a eu 2 jours et demi. Dans Paris, où étaient les caméras dans Paris? Caméras de surveillance. Caméras de surveillance. Regardez ce qui se passe à Londres. C'est pour ça que nous allons peut-être nous déplacer en Europe, aux États-Unis, en Israël, pour savoir comment ces pays luttent contre le terrorisme. Scandinavie. Mais attendez, justement, on va entendre Raphaël Yogier qui veut s'exprimer, mais est-ce que vous avez le sentiment que la police, les services de renseignement ont caché des choses aux Français? Parce que c'est un peu ce qu'on entend. On savait, on ne nous a rien dit. Je ne crois pas qu'on a caché, je crois qu'on a minimisé, à mon avis, les risques. On a voulu faire en sorte, ne pas y croire. Aujourd'hui, il y a 1400 djihadistes et peut-être beaucoup plus. Et peut-être beaucoup plus. Le chiffre varie, hein. On est à 1000, un dernier mot. Il y a 26 000 tweets qui sont sortis. Je suis Koulibaly, je suis... 26 000. 26 000. Pour moi, il y a 26 000 personnes, si jamais, à partir du moment où ils sont en France, qu'on devrait arrêter, mettre en garde à vue et sanctionner. C'est impossible. Factuellement, c'est impossible. Mais 26 000 tweets, on dit « je suis Koulibaly » ou « je suis Kouachi ». C'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est autant de gens potentiellement qui font l'apologie du terrorisme chez nous en France. Raphaël Yogier, allez-y parce que j'ai la une du Monde à vous montrer, elle est importante, et Jean-Charles Brizard. Il y a quelque chose de très important à réaliser. Et la question de votre téléspectateur est intéressante parce qu'il dit la vérité, mais pas la réalité. Parce que la vérité, ça suppose qu'il y a quelque chose de caché, c'est un jugement de valeur, la vérité. Voilà. Alors que moi, je crois que le rôle d'une commission parlementaire, c'est du moins comme ça que je la conçois, non pas en tant qu'expert. Vous avez été auditionné, je ne l'ai pas dit, mais vous avez été parmi ceux... été le premier, d'ailleurs. Et le premier à être auditionné. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'une commission parlementaire, pour moi, elle est là justement pour essayer d'établir la réalité. Et la réalité aujourd'hui du terrorisme, là, contrairement à ce que disait votre téléspectateur, c'est que ce n'est pas une violence comme les autres qui a toujours existé. C'est une violence, même pas spécifiquement moderne, qui est plus que moderne, c'est une violence qui suppose la mise en spectacle. Parce que c'est la terreur, c'est-à-dire ce n'est possible que parce qu'il y a une mise en spectacle dans la société de masse actuelle, avec une médiatisation. Et on l'a bien vu d'ailleurs, que c'est cette mise en spectacle qui s'est accentuée dans les derniers temps, dans le conflit
entre Daesh et l'État islamique, c'était un conflit spectaculaire. Moi, ce que j'appelle un conflit, en quelque sorte, de prise de part de marché sur le marché de la terreur globale. Guerre Al-Qaïda, Daesh. Voilà. C'est la raison pour laquelle, moi, je crois qu'il faut faire très attention avec l'emploi, par exemple, du mot islamisme. Mais ça ne vous plaît pas? Non, ça ne me plaît pas. C'est les mots de Manuel Valls. Hein, non, mais je suis libre d'avoir ma position là-dessus. Pour une raison simple, c'est que je pense que ça ne vise pas le problème réel. Et que c'est parce qu'on a visé, dans le viseur de la surveillance, ce qu'on appelle l'islamisme radical, etc. Parce qu'on a visé ça, finalement, on n'a rien vu venir. On n'a pas vu où étaient les véritables conditions d'émergence. On en parlera peut-être. On va venir aux racines du mal. Voilà, quelles sont les racines du mal? C'est-à-dire que, voilà, il y a un phénomène qui est nouveau par rapport au djihadisme qui existait dans les années 80-90 et au début des années 2000. Et ça, on l'observe très clairement, cette nouveauté. Et Jean-Charles Brizard, juste un mot, parce que vous n'avez pas été auditionné, mais vous allez l'être dans quelques jours. Vous allez vous exprimer en prêtant serment dans cette commission d'enquête à l'Assemblée. Je précise qu'il y en a une autre au Sénat qui poursuit la même mission, le même objectif. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux sénateurs et aux députés, en l'occurrence, qui vont vous entendre, puisqu'on entend des citoyens qui nous parlent de vérité. Ils veulent la vérité. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui vous intéressez aux questions de terrorisme, que sur un certain nombre de sujets, il y a un peu une raison d'État et qu'on ne nous dit pas tout, et qu'il y a des... On était au courant qu'un certain nombre de filières, notamment la filière des Buttes-Chaumont, suivie par la police de longue date, c'est vrai qu'on nous avait peu parlé avant l'affaire. On la connaissait peu, à part pour les spécialistes. D'abord, vous me permettrez de vous répondre que je réserverai bien sûr la primeur de ce que j'ai à dire aux députés de cette commission, que je trouve que... Alors, la question était posée de savoir pourquoi 2 commissions. Je trouve que finalement, c'est une bonne chose pour l'exercice démocratique. On parle beaucoup de démocratie en ce moment. Je crois que c'est assez sain de savoir que tous les élus de la nation rassemblés, enfin, d'un côté les sénateurs, de l'autre côté les députés, travaillent sur le même... réfléchissent, parce qu'en réalité, l'idée c'est quoi? C'est de réfléchir à des solutions. On est face effectivement à un phénomène d'une ampleur sans précédent. Faire un bon diagnostic aussi, non, quand même? Faire du bon diagnostic, bien sûr, mais enfin, le diagnostic, on ne cache rien aux Français. Je crois que jusqu'à présent, les pouvoirs publics n'ont pas caché grand-chose de la menace en particulier, de sa nature, et de l'ampleur surtout du phénomène. C'est ça qui est tout à fait nouveau. La menace en elle-même, on parlait des racines, je ne crois pas qu'elle soit fondamentalement nouvelle. Ce qui est fondamentalement nouveau, c'est l'ampleur, pas seulement pour la France, mais pour d'autres pays européens également. Le nombre, par le nombre de personnes? Par le nombre essentiellement, et par effectivement, ce qui a été modifié fondamentalement, c'est qu'on a, en réalité aujourd'hui on a quoi? On a la conjonction d'un terrorisme, de la survivance d'un terrorisme qui a existé, qui est effectivement connoté religieusement, GIA, et racines du GIA, racines qu'il faut trouver dans l'islamisme radical, avec des gens qui ont un processus de radicalisation extrêmement lent, extrêmement long, on l'a vu, avec ce qui s'est passé à Paris en particulier, et conjonction de ça avec un phénomène tout à fait nouveau, un phénomène de mode, si je puis dire, ce djihadisme, ce néo-djihadisme aujourd'hui, avec des jeunes qui partent sur le théâtre d'opérations syro-irakiens. Par rapport, ils le font pourquoi? Par rapport à des référentiels de valeurs essentiellement occidentales. Hein, c'est la résistance à l'oppression, c'est l'engagement humanitaire, voilà ce qu'on a. Donc c'est tout à fait, effectivement... C'est l'héroïsme aussi, une forme de quoi? De se prouver qu'on est capable... Il y a certains paumés dans des banlieues. On leur donne des armes, on leur donne des femmes, on leur donne de l'argent. C'est ce qui se passe de facto. Il y a des gens paumés dans des banlieues qu'on attripe, qu'on endoctrine, avec c'est ça, il faut extrêmement contrôler les gens qui endoctrinent ces gens-là, et soudainement, ils ont des armes, ils ont des femmes. Quand j'ai vu cette jeune fille yazidi qui dit « Il n'est pas midi, j'ai été violée à 30 reprises, je veux mourir », c'est terrifiant. Et ils ont de l'argent. C'est pour ça qu'il faut aller à la source, voir d'où ça vient, voir des gens qui sont finalement des gens normaux et qui basculent. Des gens qui rentrent en prison délinquants et qui sortent djihadistes ou islamistes. Alors il y a plusieurs sujets, on va parler de la prison, je voulais qu'on parle des imams, parce que j'ai lu vos travaux, Raphaël Liogier, vous dites, et on l'a lu chez d'autres experts, finalement ces djihadistes, ces néo-djihadistes ne passent pas forcément entre les mains des imams, même des imams durs, ils passent par des filières qui passent par Internet, on voit que l'importance d'Internet. Quelles sont les questions, vous, Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, que vous avez envie de poser? Quels sont les sujets sur lesquels vous dites, moi, en tant que député de la nation, j'ai pas de réponse? L'auditeur évoquait la vérité. Je crois qu'il y a aussi un besoin de connaître les vrais ratés qu'il y a eu au cours des mois précédents. Alors, je rappelle que la commission
elle a été créée au mois de décembre, c'est-à-dire avant les attentats. Donc on ne peut pas dire que l'État minimisait et que les parlementaires ne savaient pas qu'il y avait un vrai danger. Après ce qui s'est passé à Marseille, quand il y a eu les 3 qui sont passés à travers, c'est à ce moment-là que les Turcs qui ont... Et on voyait les chiffres en augmentation de jeunes hommes et femmes qui partaient faire le djihad. Ça nous a alertés. Et donc, et puis il y a des choses que le ministre de l'Intérieur ne peut pas dire. Je veux dire, qu'on ne nous dise pas, on ne sait pas tout, parce qu'il y a des choses que les on ne doit pas Français savoir. n'ont pas à savoir, et que même les médias n'ont pas à savoir dans un premier temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est au secret sur certaines auditions, parce qu'il y a aussi une légitime confidentialité sur des politiques de renseignement. Ce que je voulais vous dire par rapport à Internet, effectivement, les experts confirmeront ou pas, mais je crois que les phénomènes de radicalisation aujourd'hui ne se font plus vraiment dans les mosquées, ils se font sur les réseaux sociaux. Et ce qui, sans vouloir dévoiler le secret de nos auditions, il s'avère qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de contrôler l'ensemble des réseaux sociaux. Faut pas dire impossible. Et qu'il est extrêmement compliqué, je veux le souligner, d'obtenir des grands groupes installés aux États-Unis, d'avoir vraiment une politique, j'allais dire, coopérative. Les FAI, les fournisseurs d'accès qui se réfèrent souvent au premier amendement mais Google américain. fait des efforts, Google faisait des efforts, Non. Il y a quand même... Non, tout ça c'est de la com. Visiblement non. D'accord, pas suffisant. Référence... pour la pédopornographie, mais pas pour le djihadisme. Référence au premier amendement, la liberté totale d'expression. Ça va changer. Raphaël, j'ai une petite phrase quand même qui m'a marqué. On parle, vous me dites, moi je suis pas d'accord avec l'islamisme radical, il y a un débat sur la terminologie, parce que je voudrais qu'on fasse un petit diagnostic pour ensuite se projeter sur les mesures concrètes. Vous dites, il n'y a pas de radicalisation, il s'agit plutôt... vous le dites dans une interview, je crois, à rue 89, c'était ma source, il s'agit plutôt d'une rencontre des humiliations, rencontre qui rencontre le stigmate, le djihadiste est un asocial, il est seul dans son quartier. Vous dites, c'est pas du radicalisme, c'est quoi? C'est des gamins paumés des quartiers qui n'ont pas trouvé un sens à leur vie? Non mais j'essaie de comprendre. Oui, mais tout à fait. Pour être clair, on a eu dans le viseur ces 10, 15, même 20 dernières années, la radicalisation d'un côté, et d'un autre côté, le communautarisme. Or, il se trouve que là, le communautarisme, c'est pas un problème de communautarisme. Le communautarisme peut poser des problèmes par ailleurs, mais là, ce sont des individus qui sont tellement asociaux qu'ils sont même pas intégrés à leur communauté d'origine, de même hors quartier, communauté. C'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de communauté fictive qui passe par Internet, où ils vont cultiver un certain nombre de mythes. Par exemple, effectivement, l'antisémitisme va se développer dans les réseaux, sur les réseaux Facebook, etc. Et la radicalisation, pourquoi est-ce que je dis c'est pas un processus de radicalisation, mais c'est plus grave, justement. Parce qu'un processus de radicalisation, ça veut dire à la racine. C'est des gens qui ont accès au texte et qui vont vouloir se plonger dans des textes et avoir une vision de plus en plus dure, de plus en plus radicale. Là, ils ne parlent pas arabe, ils n'ont pas accès au texte et ils ne sont pas radicalisés théologiquement. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans les années 90. Dans les années 90, quelqu'un comme Kelkal, il était pendant ses 2 ans d'emprisonnement en prison, il s'est mis à l'arabe classique et il a commencé à être progressivement dans un processus. Alors que là, c'est très différent, donc c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'on a 3 phénomènes en gros qui sont en conjonction. C'est la transformation, ou du moins l'évolution du terrorisme djihadiste à l'échelle planétaire. Comme je le disais, c'est devenu une sorte de guerre de marque à l'échelle planétaire avec des prises de parts de marché sur le marché de la terreur. Voilà. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on a des filiales, par exemple d'Al-Qaïda, qui sont au Yémen, mais qui vont décider de pencher du côté Daesh en Libye, parce que ça a l'air de mieux marcher, etc. Et on a cette logique-là qui est extrêmement et qui est très pernicieuse, parce que, comme dans les logiques de marque, si on veut emporter une part de marché, il y a 2 possibilités. C'est il faut aller plus loin dans la mise en spectacle, donc d'où les exécutions à la télévision, etc. Et 2, il faut montrer une spécificité, une originalité, une logique de niche. Là, c'est seulement le sunnisme et c'est plus tout l'islam. Du coup, on joue sur les humiliations qu'ont pu subir les sunnites qui sont sur place, qui sont majoritaires, mais gouvernés par des chiites. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait des humiliés. C'est-à-dire que c'est très important. Qu'est-ce que j'entends par humiliés? C'est des individus qui sont dans une situation où ils n'arrivent plus, comment dire, à se projeter dans l'avenir. Ils ont un sentiment de stigmatisation à tort ou à raison. De relégation sociale. De relégation sociale. Et à ce moment-là, et c'est là où c'est très intéressant et important, c'est qu'à ce moment-là, c'est là où il y avait le croisement, effectivement. Je suis d'accord. C'est la politique de l'excuse. Il va y avoir le croisement avec l'ancien djihadiste qui, lui, était islamiste. Ouais. L'individu, religieux, donc. Voilà, lui, sur Internet, va leur dire
regardez, tout ce que vous avez vécu en négatif, c'est-à-dire vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez réussi à rien faire, vous êtes dans une situation qui est... vous avez cru... Nous, on vous offre. Eh bien, d'un seul coup, on vous dit, en fait, c'était même mieux. C'était le signe que vous étiez un héros, c'était la préparation. Et immédiatement, il y a renversement. Comme dans une secte, en quelque sorte. Ce qui fait qu'il n'y a pas à y avoir le processus de radicalisation. Il saute directement sur le djihadisme et rétroactivement, en sens inverse, il va éventuellement se mettre à l'islam, mais il va se mettre à l'islam parce que ça fait partie de la panoplie djihadiste. Résultat, quand on observe, quand on met le regard sur les réseaux djihadistes anciens ou même dans des mosquées qui peuvent être des mosquées plus ou moins radicales, on va voir des choses qui vont peut-être nous effrayer du point de vue de nos valeurs, du point de vue de tout ce que vous voulez, mais néanmoins, on n'aura pas une vue sur le processus en question. Bien sûr. Et le troisième phénomène, c'est la mise en scène collective de la guerre identitaire qui existe aujourd'hui en Europe en raison d'une sorte de, qu'on pourrait appeler une blessure narcissique des Européens. Et ces trois phénomènes conjoints, si vous voulez, ils peuvent provoquer ce type d'attitude. J'ai noté une petite phrase, ça peut le faire réagir, Meyer Habib et Jean-Charles Brizard, sur le profil de ces islamistes radicaux. Alors on les appelle d'une manière différente sur ce plateau, mais sur le profil de ces jeunes. Moi je vous lis, là, je vous recite, quand on est stigmatisé, le sentiment d'être humilié génère une logique d'échec et la volonté d'affirmer une force virile dans une espèce de saut dans, il y a un rapport à la virilité, dans la folie et à l'héroïsme. Ça vous agace, Meyer Habib? C'est quoi? Moi je pense qu'aujourd'hui il faut ce qu'on appelle terroriser les terroristes. Il faut arrêter de trouver toutes les raisons possibles et imaginables. Ce sont des assassins, ce sont des criminels. Nous avons fermé les yeux. Il y a aujourd'hui des États, pendant des années, je l'ai dit, y compris sur votre plateau, Arnaud Ardouin. Il y a hélas aujourd'hui des États que nous fréquentons, qui financent, qui abritent le terrorisme. Ces États, c'est l'Iran. Ces États, ça a été le Qatar. Ces États, aujourd'hui, c'est le Yémen qui est en train de basculer. Aujourd'hui, alors, il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Il y a Boko Haram, il y a le Hamas, il y a le Hezbollah, il y a l'Iran, il y a une mouvance terroriste. Mais c'est pas la question de bons mauvais terroristes, c'est pas ça la question. La question était simple. Après, on peut aussi dire pourquoi on en arrive là. Il y a 1000 raisons. Mais aujourd'hui, on est dans l'urgence. Alors, au niveau d'éducation, il y a un travail énorme à faire. Et Jean-Charles Brizard. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas avoir... Oui, non mais je sais, mais aujourd'hui, pourquoi une question, messieurs? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui observer une minute de silence sur la Shoah dans certaines écoles aujourd'hui en France? Et la minute de silence sur Charlie d'ailleurs, et la minute de silence sur Charlie. Non mais ça on peut l'expliquer, c'est-à-dire que non mais si c'est quand même explicable. Si vous voulez, lorsque au lendemain de cet horrible attentat, progressivement au départ il y avait une sorte d'unanimité effectivement nationale qui était très poignante, et puis progressivement il y a un certain nombre d'individus dans les médias ou ailleurs ont dit les musulmans doivent exprimer leur solidarité en tant que musulmans. Les musulmans pour eux ils ont, mais non parce que c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont eu le sentiment qu'on les mettait, qu'on leur demandait de condamner en tant que musulmans, alors que, en tant que citoyens d'emblée, effectivement, ils étaient dans la même logique, mais ils se sont sentis dans la logique de suspicion que j'évoquais dans cette histoire de mise en scène. Olivier Favarni, Jean-Charles Brizard, je vais vous entendre, parce qu'on va quitter le diagnostic, puisqu'on a déjà évoqué la question de l'islam, des musulmans, il y avait un sondage dans Le Monde, et on l'avait préparé, mais avant d'évoquer cette question, sur le diagnostic, sur le profil de ces jeunes, au-delà de la question du terrorisme d'État et de la pression d'autres États qu'évoquait Meyer Habib, on est quoi? On est sur un mix de délinquants, puisqu'on a vu que Koulibaly avait été condamné pénalement sur des affaires, sur des braquages. On a vu même dans leur méthode d'action qu'ils fonctionnaient comme des braqueurs. Oui, mais c'est la conjonction de deux phénomènes qui coexistent. Un terrorisme ancien, qui a des racines qu'on peut trouver dans la petite délinquance au départ, et puis ensuite un basculement progressif, lent et long, vers un islam radical, pensé, réfléchi. C'est ce qu'on a observé avec les attentats de Paris, notamment, où ces jeunes-là avaient des mentors en prison. Dès 2001, ça démarre pour eux, c'est long quand même. Jamel Begal qui est quand même un membre très important des réseaux Al-Qaïda en Europe à l'époque, et qui a lui-même planifié un attentat contre l'ambassade américaine à Paris en 2001. Avec donc un phénomène tout à fait nouveau, des jeunes qui, en crise identitaire, sociale, en recherche de reconnaissance, d'autorité peut-être, parce que certains n'avaient pas de papa ni de maman, décident de s'engager. C'est le point commun. Décident de s'engager. Faire ce diagnostic, c'est très important. Pourquoi? Parce que on recherche tous la même chose, je crois, c'est l'efficacité. On ne peut pas traiter sur le même plan, mettre sur le même plan ces réseaux terroristes préexistants avec des jeunes qui se sont laissés embrigader au terme d'un processus quasiment sectaire. Et qui sont partis en Syrie et qui reviennent pour l'essentiel, la plupart d'entre eux, 80% d'entre eux reviennent désabusés, dans le meilleur des cas, traumatisés. Parce qu'ils ont eu un choc émotionnel. Ils ont vu des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. Alors effectivement, il y a une partie minoritaire qui reviennent avec des intentions malveillantes. Mais ça,
il faut le traiter, il faut distinguer les cas auxquels on a affaire, mais on ne peut pas mettre tout dans le même panier, on ne peut pas traiter tout de la même manière. Il y a une expérience très intéressante en Norvège sur ce sujet. Olivier Falerny, un mot, parce que je vous parle ensuite de cette question de l'islam, le vivre ensemble, cette question de la religion et le rapport des Français. Il y avait un sondage assez intéressant dans Le Monde hier. Qu'est-ce que vous dites sur cette jeunesse? Est-ce que c'est l'échec de la République? Parce qu'il y a quand même une réflexion à mener sur le diagnostic. L'échec. Cet enfant de 8 ans à Nice qui dit, il va loin ce petit, hein, il dit des choses qui sont terribles. 8 ans. Il dit je suis du côté des terroristes, il faut tuer les Français, je suis dans le camp des terroristes, et moi je suis anti-Charlie. Il a 8 ans, donc la police ça vient pas tout seul, le prend et va l'entendre, donc ça crée aujourd'hui une petite polémique évidemment, parce qu'il a 8 ans, mais après tout il dit des mots terribles. Vous cautionnez ou pas? Est-ce qu'un gamin de 8 ans, dans le contexte dans lequel on est, j'imagine qu'on lui a soufflé à l'oreille, non? À 8 ans oui, on peut. Je crois que ce sont les parents qui, à mon avis, qu'il faut mettre qu'il faut entendre. En examen. C'est un échec de la République, oui. Pour revenir à ce que disaient nos experts, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier la dimension idéologique derrière tout ça. Moi, j'ai la conviction qu'on est face à un totalitarisme du XXIe siècle. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire quoi? L'entrée de cette religion Petite référence historique. Quand vous me dites... les jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans le djihadisme. Il y a un mélange d'idéologues très affirmés, ceux qui sont... ceux qui tirent les ficelles, comme on dit. Ceux qui tirent les ficelles, et puis des jeunes paumés. Ça me rappelle, j'ai travaillé quand j'étais historien sur les jeunes qui s'engageaient dans la Gestapo française, dans la collaboration, qui partaient faire la croisade anti-bolchevique en URSS. Et on a regardé le profil de ces jeunes. Dans la Gestapo française, en France, qui sévissait, il y avait des policiers très idéologisés et des jeunes délinquants, et qui ont basculé dans cette forme de totalitarisme et qui ne savaient pas ce qu'était le national-socialisme. Mais c'était des petits voyous qui cherchaient l'aventure, à qui on avait dit pendant des années, vous êtes des ratés, à qui la République n'avait pas su s'adresser, et qui sont tombés dans cette forme de totalitarisme, dans cette violence-là, qui sont partis se faire tuer sous l'uniforme allemand en 1945. Et j'ai le sentiment, l'histoire ne se répète pas, mais parfois elle bégaye, et j'ai le sentiment que ce nouveau totalitarisme offre les mêmes clés à ces jeunes paumés. Et donc, attention à ce totalitarisme. C'est pas que Pepsi contre Coca pour la guerre des marques contre Daesh et Al-Qaïda. C'est pas du marketing. C'est un totalitarisme qui, effectivement, repose sur des fondements islamistes, qui restent à démontrer. Mais en tout cas, attention, parce que c'est une lèpre qui peut vraiment contaminer des jeunes en déshérence mentale. Il y a le mot nazisme utilisé, Meyer Habib, on a entendu l'idéologie, l'islamisme nazisme. Est-ce que vous accepteriez islamo-nazisme? Est-ce que ça vous semble être un mot? Olivier Falerny parle... On dit plutôt le nazi-islamisme. C'est le nazi-islamisme. Parce que, je vais vous dire, c'est un mot contesté. Certains associent le mot nazisme à l'islamisme. Est-ce qu'on est comme ça, comme le dit Olivier Falerny, dans des associés à l'islamisme? Allez-y. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que les attentats du 11 septembre, c'était des gens, des ingénieurs, des gens qui avaient fait d'université, des gens de très haut niveau. C'était des gens qui étaient théologiquement aujourd'hui, ce qui est grave, on est dans l'urgence. Mais ça ressemble quand même au profil qu'on vient de décrire de la Gestapo. Prête à tout, petite frappe. C'est très complexe. Le drame aujourd'hui, c'est qu'avant c'était quelques dizaines, après on est passé à quelques centaines, maintenant c'est quelques milliers. On a répertorié 1400. On ne sait pas exactement comment on en a. C'est compliqué. Imagine que 5%, 10% par là. Rendez-vous compte, 50, 100, 200 terroristes qui vont arriver. C'est pour ça que la déchange, aujourd'hui, on a eu des paroles, il nous faut des actes. Oui, on va arriver aux solutions. On déchoisit la nationalité? Mais évidemment. Ça, c'est un débat de droit. Pour les binationaux, aujourd'hui, j'ai essayé de faire passer cet amendement et j'ai voté la loi Cazeneuve. Je crois, Olivier, aujourd'hui, de la déchéance de la nationalité pour les binationaux, pour les gens qui vomissent la France. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas rester français. C'est un symbole, mais que veux-tu que ça leur fasse? Mais en enlevant certains droits sociaux, ils ne seront plus français. Ça peut aider. Ça peut aider. On ne naît pas terroriste, on ne naît pas islamiste, on ne naît pas antisémite. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Il faut y aller, c'est très facile. Mais on ne peut plus rester comme ça. Alors attendez, juge Charles Brizard, un petit mot, parce que vous vouliez répondre à ce que dit Olivier Falerny. C'est une analyse assez fine. Comme ça, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye sur des profils sociologiques de gens qui s'engagent pour aller tuer au nom du nazisme, et à peine d'ailleurs. Il faut voir une chose, c'est qu'on a changé d'époque. Si on regarde ce qui se produisait avec Al-Qaïda et les départs auxquels on avait affaire dans les précédents djihad en Afghanistan, effectivement, ou en Bosnie, ou en Somalie, ou ailleurs, d'abord l'échelle était moindre. Al-Qaïda n'a jamais eu le même succès qu'aujourd'hui l'État islamique. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a les médias. C'est les médias.
qui sont intervenus. C'est un critique, hein. Et pourtant, rien sans les médias. Et pourtant, l'idéologie de l'un et de l'autre est la même. C'est exactement la même, celle de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Mais vous iriez jusqu'à expliquer comme ça que dans le fondement sociologique, il y a des racines comme ça qui viennent de ces jeunes perdus. Il y a cette histoire de nombre qu'il faut évoquer quand même. Alors, attendez, Olivier Falardi, terminez et je donne la parole ensuite à Je ne vais pas faire des références incessantes à la Seconde Guerre mondiale. Non, mais c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on est Al-Qaïda, Daesh, c'est un peu le fascisme italien, le national-socialisme allemand. Le national-socialisme allemand a joué sur une propagande extrêmement efficace avec Goebbels. Aujourd'hui, on a cette propagande sur Internet. Le fascisme italien était en deçà. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'allait pas jusqu'au bout, si j'ose dire, de l'antisémitisme, de la violence. Et le national-socialisme allemand a su fédérer vraiment des jeunes paumés, que ce soit en Allemagne. Et moi, j'ai étudié les phénomènes de collaboration de ces jeunes qui partaient prendre l'uniforme SS pour aller se faire trouer la peau en Russie. Et c'était les mêmes phénomènes d'endoctrinement. La seule différence, monsieur le député, c'est qu'aujourd'hui, le moteur n'est pas religieux. Ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que le moteur aujourd'hui... Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un moteur religieux. Ce qui pose un problème dans l'évaluation, c'est ce qui pose un problème dans l'évaluation des chiffres. Quand vous disiez, il y en avait quelques dizaines jadis, après quelques centaines, quelques milliers, etc. À mon avis, c'est un faux problème, ça. C'est un faux problème parce que, justement, si on pouvait dire qu'il y en avait quelques dizaines, c'est que c'était des milieux islamistes. Donc on savait qui ils étaient et qui pouvait glisser. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle cette mise en scène collective de la guerre identitaire, avec une sorte de suspicion généralisée, le rapport au quartier, à toutes ces choses-là, qui font que il va y avoir, ça peut surgir n'importe où. Mais moi, j'aimerais... Donc vous dites que c'est plus dur à contrôler, plus dur à contrôler, plus dur à contrôler, mais en même temps, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est ça qui me paraît très important, c'est que à force de focaliser sur les milieux dits islamistes, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une mise en scène aujourd'hui collective du djihad, mais aussi du contre-djihad. Il n'est pas exclu qu'on ait un Anders Breivik qui décide, lui, contre-feu à la situation, sous prétexte que lui, il se représente comme étant un vrai Français, un vrai Européen de souche, etc., etc. Catholique. Mais qu'en même temps, lui aussi se voit comme étant stigmatisé, etc., etc. Il va prendre en sens inverse, symétriquement, un autre regard, et il va aller attaquer soit des musulmans, soit des sociodémocrates, parce que ça serait des traîtres. Comme un contre-feu à ce qui s'est passé. Moi, ce que je récuse... Moi, je vois des djihadistes qui tuent des femmes, des enfants. Attendez, mais moi, ce qu'il faut appeler un chat un chat aujourd'hui. Factuellement, en tout cas. On peut aller voir ce qui va se passer demain. On n'est pas en train de remettre en cause ça. Et je dis aujourd'hui, ça, c'est pas l'islam, évidemment, parce que le nombre de morts dans le monde, les numéros 1 tués, ce sont des musulmans eux-mêmes. 250 000 morts en Syrie. On l'a oublié. Ce qui se passe en Irak, partout. Donc les victimes numéro 1 sont en numéro 1 d'abord les musulmans, mais aussi aujourd'hui partout, c'est l'Occident. Ils vomissent l'Occident. Attendez, il y a un débat qui a été soulevé sur le plateau et on va entendre Max, notre sentinelle. On nous dit, nos deux experts, nous disent attention, ne vous trompez pas, c'est pas le religieux qui est le moteur, c'est autre chose. Vous êtes d'accord avec ça, Meir Habib, ou pas? Parce qu'il y a quand même un débat. On nous dit moi je sais que Coulibaly, quand même, moi j'ai rien à voir. Justement, ça n'a rien à voir. C'est très complexe. Attendez, laissez-le parler parce qu'on va pas y arriver. Allez-y, Meir Habib. Coulibaly a quand même, et là, je suis une de mes amies les plus proches, Céline était à l'intérieur. Elle m'a raconté Coulibaly, elle m'a demandé à poser ses armes. Il a dit je vais faire ma prière de la mort. Il s'est isolé un quart d'heure. Les deux frères Kouachi ont dit on a vengé le prophète, etc. Enfin, moi j'essaie d'écouter sans essayer d'aller trop loin dans la réflexion. Donc je veux bien qu'on explique tout, mais il faut appeler un chat quand même. Pas des néo-dionistes. Mais regardez l'exemple de Mohamed Merah. Mohamed Merah, c'est un individu qui rêvait aussi d'être légionnaire. Et finalement, il n'a pas pu être légionnaire de la République française, il est devenu légionnaire de l'islam. Vous savez ce qu'il a trouvé? Il a été intoxiqué parce qu'il a vu des images, il a dit je vais venger les enfants de Palestine. Il a tellement été intoxiqué par les images, c'est pour ça que je dis... C'est ce que j'appelle la mise en scène. C'est ce que j'appelle la mise en scène. Mais attendez, c'est très complexe. Juste Coulibaly dit quand même, moi j'ai entendu dans son petit discours, il habille à la fois en djellaba, puis ensuite en militaire, quand il fait ce petit texte, il dit je parle aussi au nom des musulmans oppressés, opprimés. Il y a aussi un discours finalement, non pas religieux cette fois-ci, mais politique. Il explique qu'il parle au nom de ces fameux... La recherche de virilité. Olivier Falardi. Et ensuite, Max, vous allez parler, Max, allez-y. Et il y a ce système un peu pervers qui est entré dans les esprits depuis des années, c'est ce qu'on appelle le 2 poids 2 mesures. On a fêté les 70 ans, célébré les 70 ans de la célébration du camp d'Auschwitz. Et depuis des années, il y a une sorte de hiérarchisation des souffrances, des génocides qui a été lancée par messieurs Soral et Dieudonné, qui ont perverti les cerveaux en disant finalement la Shoah,
c'est pas si grave et qu'on en oublie le génocide des Noirs durant l'esclavage, qu'on en oublie la guerre génocide, voilà. Ouais. Et tout ça, cela génère de la concurrence mémorielle, génère des frustrations et finalement on vient à relativiser ce qu'ont subi les Juifs et ça en vient peut-être à relativiser ce qui s'est passé dans l'épicerie cachère parce qu'on a entendu. On n'en a pas fait autant pour les centaines de Palestiniens. À structurer la théorie du complot. Et Jean-Charles Brizard, on a Max qui va nous parler, puis ensuite j'avais un petit son, une petite interview de la garde des Sceaux, parce que je voulais qu'on parle des prisons. On a un diagnostic, on a un profil, puis il y a quand même un lieu important sur lequel les députés se penchent, d'ailleurs indépendamment de la commission d'enquête, c'est les prisons où il se passe des choses, et il y a un embrigadement en prison. Max, ça reste un lieu stratégique, voilà. Pour les mêmes raisons. Parlez-nous Max, et puis on aura Georges, posez votre question s'il vous plaît. L'échec de la politique d'immigration française n'a-t-elle pas rendu les frontières françaises comme des passoires pour permettre à des gens un peu radicaux d'arriver plus facilement sur le territoire français? Réponse, la politique d'immigration, meilleur Habib, c'est ce que nous dit cet internaute. La passoire. Il faut revoir certaines choses au niveau de Schengen aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on rentre en Europe comme dans une passoire, et il a raison, mais c'est hélas un combat qui est bien plus complexe qu'un combat que franco-français. Ça va bien au-delà. Monsieur a évidemment raison. Les néo-convertis, je suis désolé, mais on a des Normands, depuis la Révolution française. Il n'y a pas que cette question. Ils sont partis faire le djihad, malheureusement. Il n'y a pas que cela, évidemment, mais il y a aussi un problème d'intégration. Le problème est immense. Il faut Yaka, c'est très facile. Il y a énormément. Le chantier est immense. Si on a un cordon sanitaire national, si tout le monde ouvre les yeux, si de la droite à la gauche aujourd'hui on se met tous ensemble. Il y a eu des attentats quand il y a eu la droite au pouvoir, il y a des attentats quand il y a la gauche au pouvoir, et il y aura, hélas, je crains encore d'autres attentats. Aujourd'hui, il y a eu des discours qui ont été forts, à gauche comme à droite, unité nationale et des mesures. Arrêtons les paroles, maintenant il faut travailler, il y a beaucoup de mesures à prendre. Jean-Charles Brizard, on va basculer sur la prison, mais sur les mesures, puisque il y a l'Europe qui s'est exprimée, le responsable qui s'occupe de la coordination du terrorisme a donné quelques interviews. Peine à établir une stratégie opérationnelle commune. On fait quoi stratégie européenne commune sur le contrôle des passagers, le fameux PNR qui n'avance pas, une réflexion plus globale sur la question des mosquées, de leur surveillance. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, vous qui êtes spécialiste de ces questions de terrorisme? Si vous voulez, le problème qu'on a aujourd'hui par rapport à l'Europe, c'est qu'on a des pays européens qui sont touchés par ce phénomène. J'ai compté qu'à peu près 4200 ressortissants ou résidents des pays de l'Union européenne, de 20 pays de l'Union européenne touchés par ce phénomène, étaient concernés. En tête, c'est la Belgique, la France. En tête, c'est la France. La Belgique. C'est la Grande-Bretagne. Ensuite, c'est l'Allemagne. Ensuite, c'est la Belgique. D'accord. Donc, il y a une dizaine de pays qui sont plus touchés que d'autres, qui ont commencé effectivement à prendre des mesures. En France, ça a été le cas, la loi du 13 novembre 2014. D'autres mesures réglementaires, etc. On le sait. Chaque pays, en fait, prend des mesures dans son coin. Il n'y a pas de politique commune aujourd'hui. Et la véritable difficulté pour l'Europe, en plus de l'Europe, c'est du fait d'accorder des États entre eux sur des mesures communes, c'est Schengen aussi. Si vous voulez. Il faut changer complètement le paradigme sécuritaire. Remis en question par Nicolas Sarkozy et quelques élus à droite. Schengen a été conçu pour nous défendre, pour défendre nos frontières de menaces extérieures. Alors aujourd'hui, on le voit bien. Elle est à l'intérieur. Les menaces, elles sont intérieures. Elles sont le fait essentiellement de ressortissants qui sont allés effectivement sur des théâtres d'opérations terroristes et qui peuvent revenir sur le territoire, dont il faut absolument contrôler les mouvements, en tout cas, pouvoir suivre le flux. Raphaël Legier, dans les mesures concrètes, puisque je vais vous faire entendre la garde des Sceaux, mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a des mesures restrictives en matière de liberté, on nous l'annonce, on annonce une loi sur l'enseignement. Les armes de guerre qui se baladent partout. Le débat européen et la coordination Schengen. Il y a des mesures qui sont des mesures sécuritaires directes qu'il faut prendre, c'est-à-dire le contrôle des armes et toutes ces choses-là, parce qu'à court terme, il faut assurer la sécurité des biens et des personnes, la circulation des biens et des personnes, ça c'est clair. Maintenant, il y a deux aspects. Il y a un aspect préventif, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour surtout des djihadistes qui ne sont pas passés, qui ne sont pas passés à l'acte terroriste et qui ne sont pas prêts à passer à l'acte terroriste, mais qui par contre éprouvent ceux qui reviennent justement. Il faut anticiper, qu'est-ce qu'il faut faire? La police peut venir les chercher? Il y a justement une mesure qui est très intéressante, qui a été testée en Norvège et qui a l'air de pas mal marcher, qui consiste à entrer dans la logique interne de ces individus et de leur dire, voilà, vous voulez être des héros, vous avez voulu aller aider des gens, vous avez voulu aller en Syrie, etc. Et on bascule sur du positif. On leur dit, écoutez, on va vous octroyer une bourse, prouvez-nous que vous êtes capable de le faire vraiment, mais en humanitaire, d'aller aider les gens en question. Ça c'est, attendez, ça c'est une chose, une seconde. Et ensuite, il y a
en amont, parce que c'est ça le plus important. En amont, c'est comment faire, parce qu'il faut pas rêver. C'est pas une question d'immigration. La globalisation, on ne peut pas la réguler entièrement. On met pas des murs. C'est impossible, c'est impossible. On peut pas avoir en même temps les produits puis pas avoir les gens. On peut limiter, mais on ne peut pas l'empêcher. Donc, il faut comprendre quelles sont les conditions d'émergence. Ces conditions d'émergence, c'est quand même la mise en scène de cette logique ami-ennemi aujourd'hui, à cette espèce de populisme qui est en train de se développer aujourd'hui à travers. Donc on oppose les gens, on ne les rassemble pas. Je vous donne un exemple. Un exemple, Olivier Fahlorny. Il nous reste 8 minutes. Cette idée de laïcité, depuis une dizaine d'années, tout le monde parle de la laïcité, c'est une laïcité qui est devenue de plus en plus, quand on parle de laïcité, on veut dire « ah, islam, ah, communautarisme, donc islam, etc. » Et on en arrive aujourd'hui à des choses, je vais vous donner un petit exemple, dans des lycées à Marseille, dans un lycée en particulier à Marseille, vous avez qui a peu manifesté pour Charlie d'ailleurs. Un proviseur, et ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg, qui va convoquer une jeune fille à l'entrée, parce qu'à l'entrée du lycée, elle avait un voile avant. Quand elle entre, elle enlève son voile pour respecter la loi, mais on la convoque parce qu'elle a gardé une robe longue. Et on va même lui dire, mais je veux quand même connaître ce que demande le proviseur, quelle est la marque de la robe. Parce que si c'est écrit en arabe, ça veut dire que finalement vous n'avez pas voulu détourner la loi, c'est authentique. Si c'est pas le cas, oui, non mais c'est pas ça. On peut prendre des exemples. Non mais ces exemples, je peux pas laisser dire que dans l'éducation nationale. Oui, vous pouvez pas le laisser dire, mais c'est pas possible. C'est symptomatique d'une situation. Je pense que pas possible. Attention, chacun son tour. C'est ça qui chacun son tour. Il nous reste le temps. Olivier Fahlorny. Je considère que la laïcité en République, ça n'est pas une option, c'est en grande partie la solution. Moi aussi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'on a trop cédé sur ces valeurs-là, sur quoi parce qu'on a trop délégué maintenant au Front National le monopole de la laïcité. Mais vous avez délégué au Front National parce que vous avez eu le même discours. C'est pour ça que vous l'avez délégué au Front National. Quand je m'oppose à ce qui s'est passé dans la crèche des Bilou, Olivier Fahlorny, terminé. On confond. Chacun son tour. Écoutez-le. On confond aujourd'hui laïcité et islamophobie. On en vient à confondre laïcité et islamophobie. C'est extrêmement grave et je crois que si l'on continue comme ça, alors là, pour le coup, on va avoir encore des jeunes qui vont tout confondre, à qui on n'aura rien expliqué et qui effectivement seront de plus en plus frustrés. Je reviens sur ce que vous évoquiez, sur ce qui est utilisé en Norvège. Effectivement, il faut offrir du positif. Moi, je vais poser la question de savoir, on a parlé d'anciens militaires français qui partent faire le djihad. J'espère qu'on aura des précisions, mais est-ce qu'on n'a peut-être pas des jeunes qui, à un moment, n'ont pas pu poursuivre leur carrière dans l'armée, frustrés, sont partis combattre ailleurs. Et ben moi, je considère que effectivement, l'armée, pour vous, peut être aussi un creuset d'intégration. L'armée, elle l'a été pendant des décennies, pour pas dire des siècles. On a supprimé le service militaire, je le regrette, et je pense que pour un certain nombre de jeunes, eh bien, cette référence, elle aurait pu être utile. Alors écoutez Christiane Taubira, écoutez-la, c'est très court et on va parler un petit peu des prisons avant de nous quitter parce qu'on peut consacrer une émission et les mesures concrètes. Écoutez ce qu'elle disait, c'était à l'occasion de ses vœux, des mesures concrètes. Raphaël Logier, regardez, écoutez. Nous voulons travailler sur l'ensemble des jeunes parce que c'est bien le vivier, la même logique que dans l'administration pénitentiaire, c'est bien le vivier qu'il faut assécher, faire en sorte que nous ne permettions pas que le terreau du terrorisme prospère. Nous allons créer un réseau de référents laïcité et citoyenneté, des éducateurs spécialisés qui auront pour mission d'intervenir en matière de laïcité, aussi bien auprès des mineurs qu'auprès des éducateurs. Nous allons faire de la formation massive. Dans la pénitentiaire, par exemple, nous avons fait de la formation sur la prévention de la radicalisation, mais également sur la laïcité et les institutions républicaines, également sur les religions et l'exercice des cultes. Mais Yarabib, est-ce qu'il y a un petit côté sparadrap sur Jambe de Bois? Parce que j'ai lu aussi qu'elle proposait. Alors il y a évidemment le fait de rassembler Raphaël Logier qui fait son débat de son côté. Et vous êtes très heureux tous les deux, mais on est ensemble, vraiment ensemble, vivons ensemble ce plateau. Il y a l'idée de rassembler. Vivons ensemble en France. C'est ça la base. Rassembler les djihadistes, ceux qui ont été condamnés, au même endroit, dans des cellules, dans des quartiers. Alors moi je suis absolument pour ou contre. Alors moi je suis absolument contre. La pire des choses aujourd'hui, c'est de faire qu'une émulation collective, de les mettre ensemble pour que ces motifs et une émulation les donc danger. Bien sûr danger. Bien sûr danger. Par contre, il faut impérativement infiltrer. On n'est pas assez fort là-dedans. L'infiltration de ces réseaux, d'avoir des gens qui parlent parfaitement l'arabe, qui connaissent ces cultures.
c'est indispensable. Le travail du renseignement. Aujourd'hui, il y a un travail du renseignement. Alors, il y a un travail de vivre ensemble. La France est un pays extraordinaire. La laïcité, c'est le droit de pratiquer sa religion librement. Librement. Aucune religion n'est meilleure ou moins bonne qu'une autre. Juifs, protestants, catholiques, musulmans ou ne pas croire. C'est ça aujourd'hui. C'est tellement beau. On est au 21e siècle. On a tout pour vivre heureux. On est en train de venir, je l'ai déjà dit sur votre plateau, à des guerres de religion comme il y a 11 siècles. Stop, stop. On a tous une responsabilité de là-dedans et c'est le moment d'agir. Soyons concrets, Jean-Charles Brizard, sur les mesures concrètes. Oui. Et les prisons. Je voudrais redire juste sur les prisons. Le meilleur exemple, c'est quoi? C'est les attentats de Paris. C'est les deux frères Kouachi, enfin en particulier Chérif Kouachi, qui est en prison avec Amédi Koulibaly. C'est la une du Monde, vous allez le voir. Jamel Bégal, quand il est en prison, il est à l'isolement. Koulibaly ils se parlent. est en cellule et ils se parlent. Et ils parviennent, non, c'est plus qu'ils se parlent, c'est ils parviennent à échanger, à échanger des éléments d'information et à mettre sur pied le mentor du tueur de Charlie. À mettre sur pied une tentative d'évasion au profit de... en prison, faut-il... Non mais c'est ça qui est intéressant, c'est à l'intérieur. Un des organisateurs des attentats de 95. C'est pour vous dire. Donc les mesures, effectivement, il faut qu'elles couvrent l'ensemble du champ. Mesures préventives, c'est effectivement la communication, le contre-discours qu'a commencé le gouvernement. C'est des alternatives. Le site est très bien fait. Le brouillage des téléphones aussi, peut-être dans les cellules, le travail de mise sur écoute des... Mais c'est important. Ça va de soi. Vous êtes d'accord avec ça? Les fouilles. Sont des mesures concrètes. On brouille et on écoute. Et on fouille. À l'entrée des prisons. Mais vous remarquez quand même que justement, c'était un plan d'attentats, c'était un plan d'évasion, etc. Mais c'était pas de la radicalisation religieuse, là en l'occurrence. Enfin, justement, c'était des gens. Mais oui, au contact de Bégalin, bien sûr, les frères. Bien sûr, mais ils se sont pas radicalisés au sens théologique du terme, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans cette logique-là, c'est la rencontre. Oui, il y avait déjà eu, bien sûr. Ce qui n'était pas le cas avant. Messieurs les députés, juste un mot avant de nous quitter. Donc cette commission d'enquête rendra ses conclusions début juin, en principe. Début juin. Le Sénat, c'est le 14 avril, si j'ai bien compris, ou je dis une bêtise. Vous êtes au courant? Moi, sûr pour le Sénat. Je sais pour... Vous envisagez de rendre des conclusions communes parce que tout le monde veut savoir. La commission sénatoriale a été créée, je crois, 2 mois avant. Donc une commission a 6 mois pour rendre son rapport. Donc effectivement, la commission sénatoriale devra rendre son rapport. Mais Rabib, on vous a entendu, il faut du concret, il faut agir vite. Est-ce que vous n'avez pas peur que le Sénat fasse des conclusions discordantes avec celles de l'Assemblée? Parce que ça arrive parfois. Que nous déjà, l'Assemblée va faire notre travail. On essaye, il y a certains sénateurs et dont une des sénatrices qui était récemment présente à nos travaux. On doit travailler ensemble. Il ne doit pas avoir de concurrence, ni au niveau de l'Assemblée du Sénat, ni au niveau de la droite et de la gauche. Aujourd'hui, unité nationale sur ces questions, parce que cette guerre, on la gagnera tous ensemble, ou on ne la gagnera pas, ou on la perdra. Et je suis très pessimiste, hélas, à ce stade, parce que ces phénomènes ne vont qu'aller en croissant. Alors, si nous ouvrons tous les yeux, il y a eu un grand discours du Premier ministre, maintenant, il faut passer à des actes, plus à des paroles, à des actes. C'est maintenant, les Français nous regardent, et on a besoin de leur apporter des vrais... à défaut de solution, au moins faire avancer le débat. Merci à vous quatre. D'une union sacrée républicaine pour mener ce combat. L'union sacrée républicaine. Merci à vous quatre et de réponses ciblées, évidemment pas tirées dans tous les sens, comme disait Raphaël Liogier. Merci à vous quatre, merci à Meir Habib, député UDI des Français de l'étranger, merci à Jean-Charles Brizard, merci à Raphaël Liogier et merci à Olivier Falorni, député socialiste de Charente-Maritime. Merci à nos sentinelles. Radical, oui. Républicain. Mais pas socialiste, c'est un lapsus. Radical, absolument. Mais vous étiez il n'y a pas très longtemps socialiste, mais vous êtes aujourd'hui radical. Je suis en voie de radicalisation. Voix de radicalisation. Oh là là. Tout à fait républicaine. C'est un scoop. Merci de nous avoir suivis. Je remercie évidemment Éléonore Lazou qui est notre éditrice. Je remercie Fanny Saliou. Je remercie Élise Molière qui travaille dans l'équipe Ça vous regarde et qui m'aide à faire cette émission. C'est important, c'est la fin de la semaine. Merci à tous les tweetos, à toutes les sentinelles, à tous ceux qui m'écrivent. J'essaie de lire ce que vous m'écrivez et je vous remercie. Merci à toute l'équipe technique. Bonne soirée. Merci à vous quatre et à lundi évidemment.